Pour la dernière séance de ce colloque, j'ai eu l'idée donc d'une approche un peu comparative et de voir comment ça se passait dans les ateliers d'autres créateurs, de créateurs dans d'autres champs que celui des arts visuels, de façon à peut-être justement mieux comprendre la spécificité de l'atelier d'art plastique en le mettant en balance, en comparaison avec celui d'un chorégraphe, d'une écrivaine et d'un compositeur. Donc, on va entendre cet après-midi dans une table ronde que j'ai intitulée Pendant ce temps-là, puisque pendant que les artistes sont dans leur atelier, d'autres créateurs travaillent aussi également. Ces trois créateurs vont nous parler des étapes qui mènent à la réalisation de leur œuvre et donc de nous faire entrer dans leur atelier, de comprendre quelles sont les fonctions de leur atelier de création et de production et ainsi donc de les démultiplier. Le premier intervenant qu'on va entendre aujourd'hui, c'est Paul-André Fortier. Et je dirais, c'est à cause de lui si cette table ronde existe. Il ne le sait pas, mais je lui le dis maintenant. C'est la lecture du premier chapitre, la première partie de son livre Masculin singulier, où il décrit le temps, le travail de l'atelier d'un chorégraphe qui m'a mis sur la piste de cette réflexion parce que je trouvais qu'il y avait tellement de similitudes avec ce qu'on entend des ateliers, des artistes lorsqu'ils parlent de leur atelier. En même temps, on voit toutes les différences, toutes les nuances que j'ai souhaité entendre Paul-André et en même temps entendre d'autres créateurs nous parler de leur atelier. Alors, je vous présente Paul-André Fortier, donc apporte depuis plus de 40 ans ses contributions à la danse contemporaine québécoise en tant que créateur, interprète et pédagogue. Il a signé une cinquantaine de chorégraphies, solos, pièces de groupe, propositions in situ. Il a collaboré avec d'autres créateurs, notamment François Sullivan, Betty Goodwin, Robert Racine, Robert Morin, Malcolm Goldstein, et on en passe. En 2010, il est nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la France. En 2012, il reçoit le prix du gouverneur général pour les arts du spectacle et une nomination au sein de l'Ordre du Canada en tant qu'officier. En 2013, il se va accorder une bourse de carrière du Conseil des arts et des lettres du Québec et en 2018, le titre d'officier de l'Ordre national du Québec. En 2019, c'est la Ville de Montréal, à travers le Calque, qui l'honorait et il reçoit le Grand Prix de la danse de Montréal. Et donc, je vous invite à regarder, à lire ce très beau livre paru aux éditions du Norrois qui s'appelle Masculin singulier, qui rapporte son expérience d'avoir dansé, interprété le solo 30 x 30, 450 fois dans 15 villes sur 3 continents. Donc, un exploit en soi, mais l'introduction est aussi un exploit. Alors, sans plus tarder, Paul-André, je vous donne la parole. Voilà. Paul-André qui nous parle de... Pardon? Vous nous parlez de quel endroit? Je vous parle de Kakuna. Kakuna, voilà. Bienvenue, Kakuna. Le fleuve devant moi. Ouais. Voilà. Alors, merci Laurier pour cette invitation. Je suis content que la danse fasse partie de ce colloque. Ça nous honore. Alors, j'ai écrit un texte que je vais vous lire. La création chorégraphique est à l'image de la danse elle-même une affaire de temps et d'espace. Pour créer en danse, on a besoin de beaucoup d'espace. La danse se crée dans des studios, c'est ainsi qu'on nomme nos espaces de travail. Ces salles de répétition sont souvent vastes et anonymes, sauf exception, on les loue à l'heure. J'y ai beaucoup travaillé seul et en silence pour la création de mes spectacles solos. J'ai toujours trouvé ces lieux intimidants. J'y ai toujours senti les traces de celles et de ceux qui m'y avaient précédé. À mes débuts, j'ai souvent eu peur du studio blanc, comme on peut avoir peur de la page blanche. Au fil du temps, j'ai compris que les chorégraphies étaient cachées dans les studios et que mon réel travail était de les chercher et de les trouver. Mon corps est mon outil de travail, mon outil de création, mon matériau. C'est lui que je mets à l'épreuve. C'est avec lui que je crée les mouvements, que je les organise en chorégraphie. C'est toujours sécurisant d'entrer en studio avec un plan de travail précis
mais ça peut être grisant de ne pas savoir où on s'en va. J'ose de plus en plus entrer en studio sans intention arrêtée, mais avec des désirs, des intuitions, des élans qui me mettent en mouvement sans direction précise. Je pars à la découverte de ce que mon corps a à me dire. Je travaille seul dans le silence du studio, essayant de ne pas tout contrôler et de laisser apparaître ce qui veut bien apparaître. Prendre son temps, s'exercer à la patience, savoir perdre son temps, rompre avec les impératifs de production. Patience, la danse est à l'ouvrage, elle travaille le corps dans le labeur et dans la sueur. Patience, la danse, la chorégraphie viendront en leur temps. S'autoriser à explorer les limites de son être dans l'intimité du silence. Faire émerger la musique du corps lui-même. Laisser le corps créer le temps de la danse. Je m'étonne toujours de voir qu'au fil des séances de travail, la constance finit par faire émerger une danse qui s'est prise en charge elle-même. Une danse qui a déterminé sa structure sur sa matière même, une danse qui a créé son temps et à laquelle on peut marier un temps parallèle, le temps de la musique. Une danse brute commence à se forger dans le silence du studio, danse sur laquelle je peux commencer à travailler, commencer à agir pour la parfaire dans sa mise en corps, dans son écriture, dans sa facture, dans sa mise en espace, dans sa mise en scène. Toujours et à chaque jour dans le studio. Créer en utilisant son propre corps comme outil de travail et comme instrument est tout sauf simple. Il faut inventer ses propres codes, ses propres lois. Traduire en mouvement une pensée, une intuition, une sensation, une abstraction demande un travail intense du corps. C'est souvent par le biais de longues séances d'improvisation que j'arrive à générer et produire de façon spontanée du mouvement, une gestuelle et de la matière à chorégraphier. L'improvisation me permet d'accéder aux profondeurs et de faire émerger à la surface ce que j'ignorais pouvoir contenir. C'est pour moi le moyen le plus apte à faire éclater ma capacité à matérialiser l'immatériel. Je trouve frustrant d'arriver aux limites de ce que je peux concevoir et de sentir qu'il y a encore un vaste champ de possibles auquel je n'ai pas accès. Je suis confronté aux limites de ma capacité d'invention, aux frontières de mon imaginaire. Je suis allé au plus loin et c'est de ce plus loin qu'il me faut me satisfaire, sachant que l'imaginaire est en perpétuelle expansion et que le prochain plus loin sera encore plus loin. C'est ce qui me pousse à recommencer, à retourner au studio. Aller au studio encore et encore, générer librement du mouvement, ne pas juger, ne pas organiser trop vite ce qui émerge, attendre, ne rien presser, patienter jusqu'à ce qu'on ait la certitude d'avoir craché le morceau. Relancer le travail à partir du meilleur, ce meilleur risquant à son tour de devenir du moins bon, parce que le travail aura généré un autre meilleur. C'est un long processus qui s'arrête souvent brusquement. On a soudain conscience que tout est là. L'analyse de ce qu'on a en main, de ce qu'on a réussi à faire émerger de soi, peut commencer. Essayez de comprendre ce qui est là de soi. Laissez la danse nous informer, ne pas lui imposer un sens qu'elle n'a pas. Un autre travail commence. Avec les collaborateurs, au fil des répétitions, on va inscrire la danse dans un espace qu'on va sculpter avec la lumière. On va habiller le danseur. On va créer une musique ou un environnement sonore. Un travail fascinant qui se fait en collaboration étroite à partir de la matière même de la danse. C'est elle que l'on sert et uniquement elle. Et vient le moment de quitter le studio pour le théâtre, pour la scène. Le studio, ce lieu de la patience, lieu des recommencements, lieu des humilités, lieu des découragements, lieu des illuminations, lieu des vertiges, lieu des victoires, lieu du doute, lieu des excès, lieu du rien, lieu des magies,
lieu des essais, des erreurs, des échecs, lieu du bon, du très bon, lieu du mauvais, du pire, lieu des angoisses, lieu de la peur, lieu du rêve, lieu des exigences, lieu de l'imprévisible, lieu des surprises, lieu des satisfactions, lieu du labeur, lieu de la sueur. Merci. Et on pourrait ajouter lieu de la réflexion, parce que cette magnifique réflexion que vous nous avez fournie là, c'est une réflexion sur l'atelier, mais l'atelier évidemment comme réceptacle. Et comme vous dites, l'atelier, c'est le corps dans votre cas, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus au cours de la discussion qui va suivre dans quelques minutes. La deuxième personne qu'on entend, la deuxième intervenante, est Louise Dupré. Louise Dupré, qui est poète, romancière, dramaturge et essayiste. Louise a fait paraître une vingtaine de titres dans plusieurs maisons d'édition qui ont mérité de nombreux prix et distinctions. Et là, la liste est très longue, je ne l'énumérerai pas. Parmi ses derniers livres, mentionnons les recueils poétiques Plus haut que les flammes, qui a été l'objet d'un très beau film que vous pouvez voir, qui est présenté régulièrement, La main hantée, paru aux éditions du Norrois et aux éditions Bruno Ducet, ainsi que les romans L'album multicolore et Théo à jamais, publiés chez Héliotrope. Ce sont les publications récentes. Je me permets, Louise, d'attirer l'attention sur La Mémoria. C'est un roman que je lis régulièrement et c'est un livre d'une grande profondeur qui annonce, je pense, plusieurs des thèmes qu'on voit par la suite dans ton travail. Et donc, pour moi, La Mémoria occupe une place particulière dans tes publications. Louise Dupré collabore régulièrement avec des artistes d'autres disciplines, théâtre, musique, danse, cinéma, vidéo. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec et de la Société royale du Canada. Alors, ce matin, lors d'une intervention de Louise, on a eu du problème avec la bande passante. Alors, pour améliorer le son, il est possible qu'on doive couper l'image. Alors, Louise, si ça se produit, excuse-nous, mais ce sera pour pouvoir t'entendre mieux, pour éviter qu'il y ait un délai dans la transmission du son et un certain frétillement de la ligne. Donc, sans plus tarder, espérons que tout se passe bien. Et donc, je t'invite à prendre la parole, Louise Dupré. Merci beaucoup, Laurier, de cette présentation très généreuse. Je suis très contente de participer à ce colloque. Et bienvenue, bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont avec nous cet après-midi. En me préparant pour ce colloque, je me suis remémoré les ateliers d'artistes que j'ai déjà visités. Celui de Francis Bacon, reconstitué au musée Francis Bacon à Dublin. À Montréal, celui de Guido Molinari à la Fondation Molinari. Ou encore ceux de Louise Robert et de Jacques Fournier. L'artiste visuel a besoin d'un lieu physique où travailler et entreposer ses matériaux, souvent fort encombrants, ce qui n'est pas le cas de l'écrivain. L'atelier de l'écrivain est d'abord et avant tout situé en lui-même. C'est son corps tout entier qui en tient lieu. Il déplace, transporte son atelier au gré de sa volonté. Il peut travailler aussi bien dans un café, un hôtel, au bureau ou sur la plage que dans le confort de son foyer. Proust écrivait dans son lit, Beauvoir et Sartre au café, Hemingway dans son bureau près de la mer. Pour certains auteurs, c'est le mouvement qui déclenche l'inspiration. L'écriture leur vient lors de leur promenade ou dans leur automobile. Pour ma part, le roulement du train favorise chez moi les associations mentales, permet de relier les affects à des images et à des mots. Le mouvement physique provoque le flux créateur. Avoir un espace physique pour écrire tient davantage d'une nécessité intérieure que d'un besoin. Si l'on conçoit avec Virginia Woolf qu'il faut une chambre à soi, cette chambre est d'abord un lieu psychique où l'on peut se recueillir. D'ailleurs, comparativement aux artistes d'autres disciplines, le matériel de l'écrivain est minime. Ce sont ses cahiers et ses crayons, des livres, des dictionnaires,
Avec l'arrivée de l'ordinateur, tout peut tenir dans ce petit objet. Ces outils ne prennent plus de place. Et ils ne salissent pas, ne sentent pas, ne sont ni toxiques ni bruyants. L'écrivain n'a pas à payer d'atelier, de salle de répétition, de studio, particularité qui mérite d'être soulignée. Les lieux choisis par les écrivains participent des rituels qui favorisent leur création, la stimulent, tout comme le matériel privilégié. Si un écrivain ne peut pas respecter ses habitudes, il y a fort à parier que l'inspiration ne sera pas au rendez-vous. Pendant longtemps, j'ai écrit sur du papier quadrillé avec un crayon feutre à pointe fine de couleur violette. Une amie à moi écrit à sa table de travail avec une plume Mont-Blanc après s'être douchée, habillée et coiffée alors que je travaille en robe de chambre dans mon lit. Nous avons toutes deux des pratiques poétiques fort différentes et je suis sûre que nos rituels d'écriture n'y sont pas étrangers. Mais quand on évoque l'atelier de l'écrivain, on fait habituellement référence à son processus créateur. Et ce processus, il le partage, du moins dans les premières phases, avec des artistes d'autres disciplines. Voilà ce qu'aborde Anton Ehrenzweig dans son essai « L'ordre caché de l'art », où il affirme que l'œuvre vient d'une capacité chez le créateur de retourner à la vision syncrétique de l'enfance, issue du processus primaire, plutôt que de s'en tenir à la vision analytique qui a été valorisée dans l'apprentissage de l'individu depuis l'école primaire. Je n'essaierai pas de vous résumer la pensée de ce spécialiste de la psychanalyse de l'art, mais je vais vous citer un passage important du livre. Alors, je cite, « Une recherche créatrice ressemble à un labyrinthe qui comprendrait un grand nombre de points nodaux. De chacun de ces points rayonnent dans toutes les directions de nombreux chemins possibles qui mènent à d'autres intersections, révélant à leur tour un nouveau réseau de chemins. Le choix serait aisé si nous avions à notre disposition une vue aérienne du réseau entier. Ce n'est jamais le cas. En d'autres mots, quelle que soit notre discipline, la démarche artistique suppose un travail de taupe. Le créateur, la créatrice, avance dans le noir en sachant qu'il ou elle ne verra la route accomplie qu'à la toute fin. Cette réflexion m'est d'un grand secours quand, dans un projet d'écriture, je suis à la croisée de plusieurs chemins et que j'ai de la difficulté à prendre une décision. Créer nécessite de vivre au jour le jour avec le doute, l'incertitude, le tâtonnement. Comme dans le poème de Saint-Denis Garneau, on doit constamment traverser le torrent sur les roches, par bon quitter cette chose pour celle-là, et en arriver à trouver l'équilibre impondérable entre les deux. Fin de la citation. Sinon, l'anxiété deviendra insupportable et l'on arrêtera d'écrire. Créer est un processus qui se fait lentement, ce que corroborent des théoriciens comme Didier Anzieux dans son texte « Les 5 phases du travail créateur ». L'écrivain doit adopter des postures différentes selon les étapes. Entre la première version et l'ultime version de manuscrit, il y a un monde. Le projet s'est constitué pour en arriver à un texte lisible par une tierce personne, le lecteur, la lectrice. L'écrivain a dû progressivement prendre une certaine distance avec l'œuvre qu'il envisageait au départ, se mettre dans la peau d'un lecteur virtuel. Autrement dit, du scripteur passionné qui faisait corps avec son texte dans les premiers jets, il est devenu lecteur de lui-même. Écrire suppose de penser à l'autre et pour cela, il faut savoir se dédoubler.
Mais même si l'on essaie de saisir l'ensemble du projet, on reste toujours myope, comme la taupe, pour filer ma métaphore. Et l'on souhaite faire entrer dans notre atelier des personnes en qui on a confiance. C'est précisément le rôle de l'éditeur. Mais avant lui, l'écrivain de fiction ou l'essayiste recourt souvent, pour lire son manuscrit, à des personnes privilégiées qui lui apportent des impressions des lectures ou lui suggèrent des modifications avant de déposer son texte dans une maison d'édition. Comme l'éditeur, ces lecteurs expérimentés sont des personnes dont on ne saurait trop rappeler l'importance. Mais les écrivains de fiction qui pratiquent des genres brefs, le poème ou la nouvelle, bénéficient de plus de soutien. Les lectures publiques et les publications en revue sont des bancs d'essai. L'écrivain a la possibilité de voir la réaction des personnes présentes ou de vérifier l'accueil que lui réserve la direction d'une revue. Le texte sera-t-il accepté? Lui demandera-t-on des corrections? Hélas, cette possibilité est rarement donnée aux romanciers. Il est inhabituel qu'un romancier puisse lire un work in progress en public ou faire paraître un extrait de roman en préparation dans une revue. Il est, je crois, le plus seul de tous les écrivains. Car les essayistes peuvent partager, par des conférences ou des communications, des parties de leur travail, comme ils peuvent en publier des extraits dans des ouvrages collectifs. L'atelier de l'écrivain nous apparaît a posteriori quand on se penche sur les notes, les carnets, les croquis, les manuscrits d'un ou d'une auteur. Ce que font les spécialistes de la génétique littéraire, comme Jacinthe Martel d'ailleurs, dont les recherches sont essentielles autant aux théoriciens de la création qu'aux chercheurs littéraires. Il n'en reste pas moins qu'une partie du travail créateur restera irrémédiablement perdue. Lecture, documentation, films, spectacles, concerts, expositions, confidences, conversations entendues dans la rue, expériences heureuses et douloureuses, échanges avec d'autres écrivains et artistes, tout ce matériel qui a nourri l'œuvre et dont souvent ne se souvient plus l'écrivain. Car les influences les plus prégnantes sont souvent inconscientes, aussi bien pour l'écrivain que pour l'artiste, et ne laissent pas de traces. Autour d'une œuvre subsiste toujours une part de mystère, et c'est ce qui en fait la richesse et la beauté. Merci. Merci beaucoup, Louise. Comme tu l'as peut-être deviné, on t'a entendu, mais on n'a pas pu voir ton expression pendant la lecture du texte à cause du problème du son, justement, mais on t'a bien entendu. Je pense que c'est ce qui était aussi important. Voilà. Et tu nous as fait un portrait de l'atelier de l'écrivain, mais aussi des différentes formes d'écriture. Je pense que c'est intéressant de voir qu'effectivement, par exemple, en ce qui a trait aux invités, aux personnes que l'écrivain invite à partager son atelier, il y a des différences selon les types d'écriture. Tu évoquais essayiste, romancier, poète, et on aura l'occasion de revenir sur ces questions dans quelques moments, après avoir entendu Éric Champagne. Éric Champagne, compositeur, qui détient une maîtrise en composition de l'Université de Montréal. Sa musique, comme on le sait, est régulièrement interprétée au Canada, mais également aux États-Unis, en Europe et même en Inde, par des ensembles solistes de renom. Et là, on pourra en énumérer plusieurs. Il a été un compositeur en résidence avec l'Orchestre métropolitain de Montréal de 2012 à 2014 et à la Chapelle historique du Bon-Pasteur de 2016 à 2018. Il collabore régulièrement avec l'Orchestre métropolitain pour divers projets musicaux et pédagogiques. Et prochainement, on pourra entendre au TNM Le Petit Prince, qui est une de ses compositions, qui sera dirigée par Yannick Nézet-Séguin. Il s'implique également dans la diffusion de la musique contemporaine et de la culture
par des articles, des entrevues et des critiques. Il est lauréat de plusieurs prix de distinction, parmi lesquels le prix du Calque, création de l'année 2014, et le prix Opus, compositeur de l'année 2020. Alors, la magie va faire apparaître Éric Champagne sur nos écrans. Ouais, Bienvenue, voilà. Éric Champagne. Voilà. Alors, à vous la parole. Mais merci beaucoup, Laurier, pour cette invitation. Et en fait, avant de débuter, j'ai nourri une réflexion en écoutant Louise et Paul-André sur les réalités des ateliers de création dans d'autres médiums de création. Et je me rends compte que la réalité musicale varie énormément selon le type de musique que l'on fait aussi. On a cette image un peu romantique du compositeur, un peu comme Beethoven, qui écrit sa partition à côté sur son piano avec un élan de passion et d'inspiration divine. Mais la réalité du compositeur, elle est vraiment tout autre. Et encore plus aujourd'hui où les applications de la musique peuvent être très variées et nécessitent beaucoup d'adaptation selon la réalisation. Je pense beaucoup à ces compositeurs qui font de la musique qu'on peut dire d'application, donc de la musique de commande ajustée à d'autres médiums. Donc des compositeurs qui feraient la musique de film, la musique pour la télévision, la musique pour la publicité, pour les jeux vidéo, pour la danse, pour le théâtre, et même aussi ces compositeurs qui travaillent le médium électroacoustique, donc une musique entièrement travaillée par ordinateur et par médias électroniques. Eh bien, cet atelier-là est très différent du mien, parce que moi, je me spécialise surtout dans la musique instrumentale, la musique pour orchestre, ensemble de chambre, soliste, chanteur. Et la réalisation musicale, en ce sens, est extrêmement différente, surtout par rapport à cette idée. J'aimais bien, Louise, quand tu parlais de ces différentes personnes qui sont invitées dans l'atelier, qui sont invitées dans le processus de création. Mais dès qu'on fait un peu de la musique d'application, c'est plus le compositeur qui est invité dans l'atelier de l'autre créateur plutôt que l'inverse. Parce que le compositeur va faire la musique de film, bien, il est au service du film. Ce n'est pas lui qui fait la musique qu'il veut faire. C'est vraiment une musique qui fait en fonction des demandes et de l'œuvre qui se construit. Même chose pour le jeu vidéo, le théâtre et la danse. Alors, je suis peut-être, d'un point de vue d'un compositeur instrumental, je suis peut-être un peu plus maître de la création que je fais, puisque c'est vraiment l'œuvre que je décide de faire. Mais inévitablement, puisque c'est une œuvre que je mets entre les mains de musiciens qui vont la créer, qui vont la faire entendre, qui sont un peu co-créateurs jusqu'à un certain point, parce que j'ai besoin d'eux pour faire entendre la musique que je compose, et mon atelier est forcément ouvert avec ces musiciens, ces interprètes, pour élaborer la touche finale de la création. J'aime beaucoup l'expression de Virginia Woolf quand elle dit qu'il faut une chambre à soi. Je pense que ça s'applique à tout créateur jusqu'à un certain point. On a tous besoin, qu'il soit physique ou mental, d'un espace personnel, un espace de réclusion où on se retrouve soi-même pour créer, pour imaginer, pour entamer le processus de création. Et moi, personnellement, je vis beaucoup cet aspect volontairement solitaire de la création. Je suis dans mon petit bureau, c'est ici que je compose. Je suis entouré de mes disques qui m'inspirent beaucoup quand j'ai besoin d'aller entendre la musique des autres. Mais le travail se fait dans un petit lieu clos, fermé, où je suis tout seul avec moi-même, avec mes questions, avec mes interrogations, avec, comme le disait Paul-André, le meilleur et le pire, se côtoient en même temps, constamment dans le processus de création. Et c'est la grande part de cette création se fait dans ce contexte solitaire. Mais une fois que l'œuvre est finie, une fois que j'ai construit mon discours, une fois que j'ai structuré mes idées, que j'ai développé les idées, que j'ai, à travers la partition, choisi quel instrumentiste est impliqué dans l'expression des idées musicales, comment se crée l'orchestration, l'instrumentation, l'agencement des musiciens ensemble, ben, tout ça demeure quand même un exercice totalement théorique que je mets sur papier, que je codifie à travers ma partition. Mais le vrai test se fait quand je rencontre les musiciens. Et là, c'est plutôt moi c'est assez rare qu'ils viennent me voir à l'atelier physique, ici, dans mon bureau. C'est plutôt moi qui va à la rencontre de musiciens avec la partition. Et là, se fait l'étape de travail de la répétition, des ajustements, ajustements qui peuvent être à la fois par rapport aux idées conceptuelles, mais aussi à des réalités très, très techniques. Si j'écris des notes qui n'existent pas sur l'instrument, je suis obligé d'adapter la partition. Si l'instrumentiste me propose des techniques de jeu nouvelles que je ne connaissais pas, je peux vouloir les inclure dans la partition. Donc, l'ajustement et ce travail-là se fait dans cet autre atelier qui est celui de la répétition, de l'échange avec le musicien.
Et c'est ces ateliers qui donnent un peu vie à la sonorité que j'ai en tête, du moins que je puis partager avec l'interprète ces nouvelles sonorités que j'entends pour la première fois. Parce que, veux pas, la musique que j'entends dans la tête, elle est issue de toute mon expérience du solfège, de mon imagination à agencer des sons. Mais encore là, ça demeure une vue de l'esprit tant que je ne l'ai pas appliquée dans la vraie vie avec des vrais musiciens. Donc, cette étape nouvelle de la création, c'est pour ça que j'ai souvent envie de dire, même si je suis le compositeur de la musique que je compose, je ne pourrais pas te donner un chiffre, une part, mais j'assume que l'interprète fait partie de la création, fait partie du processus parce que c'est lui qui donne vie à la musique que j'ai imaginée. Et inévitablement, il ne fait pas juste jouer des notes, il met de sa personnalité, il met de son intention, il met de sa musicalité, il met de son expérience, il met de sa perception des choses. Et ça teinte le résultat final. On va entendre une œuvre d'Éric Champagne, mais une œuvre d'Éric Champagne jouée par l'Orchestre symphonique de Montréal, puis une œuvre d'Éric Champagne jouée par l'Orchestre symphonique de Vancouver, c'est la même œuvre dans le discours, mais ça ne sera jamais tout à fait la même œuvre. L'expérience est toujours renouvelée et est toujours variée selon les intervenants. Donc oui, l'atelier pour le compositeur, dans le contexte d'un compositeur de musique instrumentale comme moi, c'est un atelier à la fois partagé et à la fois différent. Un atelier qui se transforme dans le lieu, l'espace et le temps et qui se transforme dans ses fonctions. Mon atelier ici, c'est vraiment mon atelier de création première, de base. Mais quand je vais en studio avec des musiciens pour répéter, c'est un autre atelier. C'est peut-être même l'atelier de l'autre dans lequel je m'invite. C'est un espèce d'atelier hybride où le peaufinement de la création se réalise. Les ajustements se concrétisent. Puis dans l'absolu, ça demeure la musique un art d'interprétation. Donc, j'ai beau être le compositeur musical, si elle n'est pas jouée par des musiciens en concert devant public, la musique n'existe pas. Je suis un peu dépendant de ce résultat final. D'autant plus que je considère que la musique demeure un partage aussi. J'ai beau créer toute la musique que je veux, si je ne la fais pas entendre à quelqu'un d'autre que moi, à mes yeux, cette musique-là ne vit pas. Elle n'existe pas, pour ainsi dire. C'est dans ce partage, c'est dans cette écoute, c'est dans cette transmission que mon art se réalise. Donc, l'atelier création, pour le compositeur, est un atelier extrêmement conceptuel, peut-être même abstrait. Et il y a besoin de sortir de l'atelier pour vivre. Comparé à un artiste où il peut inviter, un artiste en art visuel, où on peut inviter des gens à venir à l'atelier et à voir le résultat sur place, c'est sûr que ce n'est pas la même chose que d'exposer au musée ou dans une galerie. Mais l'œuvre existe déjà en tant que telle. Alors que la musique, si elle n'est pas jouée et partagée avec des auditeurs, elle n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. La partition, ce n'est pas la musique. La partition, c'est la trace d'une musique, c'est la trace d'une idée musicale. Et il faut absolument que l'œuvre et son concepteur ou son compositeur sortent de l'atelier pour qu'elle puisse vivre et qu'elle puisse prendre son ampleur. Donc voilà, j'ai presque l'impression, de par mon expérience, que l'atelier du compositeur, c'est un atelier de conception, c'est un atelier d'abstraction, mais que ce n'est pas vraiment là que l'art se crée en musique. C'est beaucoup plus quand le projet sort de l'atelier, rencontre les interprètes et les auditeurs. Un autre petit détail qui m'a aussi interpellé, c'est quand on parlait de cette idée d'inviter d'autres artistes dans l'atelier, de les inviter dans le processus, dans le regard de création avant même d'aller au concert. Là aussi, je parle par expérience personnelle. Je ne sais pas si c'est systématique chez les compositeurs. Je pense qu'il y en a qui vont absolument vouloir travailler seuls dans leur monde jusqu'au bout avant de rencontrer des musiciens. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ressentent ce besoin d'avoir un regard externe, d'avoir un feedback sur le projet. Et un peu par le hasard des choses, j'ai fini par travailler beaucoup avec une compositrice, Stacey Brown, en échange sur cet aspect-là. Avant de la connaître, j'étais vraiment le genre de compositeur qui voulait être seul dans son monde, qui voulait travailler son œuvre jusqu'au bout. Et quand je considérais que ma partition avait atteint un niveau d'achèvement adéquat, là, je la montrais essentiellement aux interprètes pour ensuite le travailler avant le concert. Mais à ma rencontre avec Stacey, il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré une compositrice extraordinaire, mais qui a beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations sur son travail et qui a besoin d'avoir un feedback pendant le processus de création. Et on s'est mis à se rencontrer dans des cafés ou dans des places publiques où elle me montrait un peu son travail, me posait des questions, on se mettait à parler beaucoup.
Et par la force des choses, j'ai un peu fini par adopter ce mode de travail. Donc, non seulement je deviens l'invité dans son atelier qui porte le regard sur son travail, mais j'ai fini par lui demander la même chose sur le mien. Et là, encore là, tant que ce soit un lieu physique ou un lieu mental, c'est le moment où j'ouvre mon atelier de création à quelqu'un d'autre. Et en fait, je le fais avec très peu de personnes. Disons que c'était si vraiment élaborer une relation de confiance avec elle qui a été dans les deux sens, puisqu'elle elle cherchait ça à travers mon regard aussi. Mais c'est une des rares personnes que j'invite dans mon atelier au moment du travail de composition pour lui faire part de mes questions, de mes inquiétudes, de mes réflexions, de mes espérances par rapport au développement du projet en cours. Et d'un point de vue très, très personnel, c'est vraiment la seule personne avec qui je fais ça. Je n'ai pas nécessairement besoin d'aller vers d'autres, mais je ne sais pas. Ça, c'est une question, c'est une curiosité qu'il faudrait que je demande à d'autres collègues compositeurs. Je ne sais pas si d'autres compositeurs suivent le même processus de vouloir avoir le regard de l'autre sur un projet qui n'est pas encore terminé, qui est en cours d'élaboration. Je ne sais pas s'il y a des gens pour qui c'est extrêmement important ou pas. Mais vraiment, mon expérience personnelle fait qu'au début, j'étais de ces gens qui refusaient cette visite de l'atelier. Et maintenant, ça fait partie de mes besoins d'avoir ce regard externe sur les projets que j'élabore. Donc, c'est un peu la réflexion que j'avais sur l'idée. J'envie beaucoup les écrivains. Comme Louise disait qu'on peut à peu près écrire n'importe où. On peut écrire sur le bord de la mer, dans un café, comme on peut écrire dans un studio. Je crois que le travail de composition, tant que la réflexion se fait dans la tête, je compose un peu n'importe où en réalité. C'est vrai que je peux aller me promener au parc ou aller au marché, puis je peux avoir des idées qui me viennent en tête. Mais les techniques pour l'écriture musicale nécessitent quand même un lieu physique, un moment d'arrêt où je dois être assis pour travailler à l'instrument, à la partition, à l'ordinateur pour réaliser mon œuvre. Et ça, c'est peut-être la partie la plus ardue du processus. C'est peut-être pour ça que j'envie ces écrivains qui peuvent juste avoir un papier et un crayon et peuvent écrire n'importe où. Ça, je suis un peu jaloux de leur mobilité créatrice dans cette optique. Mais voilà, ma réflexion portait plus sur cette idée que l'atelier pour un musicien de concert qui travaille avec des musiciens, eh bien, l'atelier se promène selon l'étape de travail et il devient une forme d'atelier partagé à certains niveaux de l'évolution et de la création. Donc, ce n'est pas un atelier pour une personne, mais c'est parfois un atelier ouvert, un atelier qui est peut-être une forme d'agora jusqu'à un certain point selon la nature du projet. Alors voilà, merci pour votre écoute. Merci Eric, merci beaucoup. Donc, on a une formule un petit peu différente, bien que je vais inviter les questions et les commentaires de la salle, comme on appelle tous nos participants qui sont là virtuellement. Mais peut-être dans un premier temps, Eric a beaucoup réagi aux commentaires de Louise, un peu moins ceux de Paul-André, mais de ce que vous avez entendu les uns des autres, quelles seraient vos premières réactions, vos premiers commentaires à chaud, Louise ou Paul-André? Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu de vos collègues? Est-ce qu'il y a des choses qui émergent? Louise ou Paul-André? Oui. Paul-André. Paul-André. Paul-André est encore muet. Oui. Il faut mettre le son. Voilà. Merci. Voilà. Oui. Oui. Je trouve qu'il y a des similitudes. Une des choses qui m'a frappé, c'est laisser entrer quelqu'un d'autre dans son processus de création. Ça, les trois, on en a parlé. Enfin, je ne sais pas si j'ai pas beaucoup élaboré là-dessus, mais pour moi, c'est un moment extrêmement fragile. Le moment où on autorise un œil à se poser sur le travail en cours, pour moi, ça induit une notion de jugement, que je le veuille ou non, dès qu'il y a un regard qui est posé sur le travail n'est déjà plus le même. Il y a quelqu'un qui a vu. Et pour moi, ça me trouble. Je trouve ça essentiel, mais je choisis le moment où ça doit arriver. Si ça arrive trop tôt, ça peut vraiment perturber
le processus pour plusieurs séances de travail. Alors, voilà. Donc, de la même façon qu'un auteur ne va pas remettre son manuscrit trop tôt à l'éditeur ou à un lecteur ami, souhaiter attendre que le travail soit assez avancé pour amener ce regard-là dans l'atelier, dans le studio. Est-ce que je peux intervenir, Laurier? Oui, absolument. D'abord, j'ai trouvé les deux communications, celle de Paul-André et celle d'Éric, extrêmement intéressantes et c'est très intéressant de voir comment d'autres artistes travaillent, des artistes d'autres disciplines. Ce que je remarque chez vous, c'est le fait d'avoir à travailler avec d'autres, à moins qu'on ait un solo. Et Paul-André, tu as parlé de ces spectacles-là que tu as montés en solo, que j'ai vus d'ailleurs. On travaille avec des danseurs et on transmet. Et puis, Éric, quand tu parlais de ce travail-là que tu fais pour des musiciens et qui existe par des musiciens, nous, je me rends compte qu'à moins de pratiquer une écriture à 4 mains ou à 8 mains, on est seul. Alors, on n'a pas cette habitude de travail avec d'autres. Et on n'a pas à penser, quand on fait un texte, comment va-t-il être interprété? Sauf si on fait du théâtre. Bon, ça peut arriver accidentellement. Bon, je pense à mon recueil Plus haut que les flammes qui a été mis au théâtre alors que c'était de la poésie pour moi. Mais je n'ai jamais pensé à ça quand j'écris le texte. Et le texte se tient comme ça. Alors, c'est quand même ce travail-là de solitude de l'écrivain, mais aussi je dirais, il y a peut-être plus d'indépendance. C'est-à-dire que si l'éditeur l'accepte, bon, ça va, le livre va être imprimé, il va être vendu, il va être distribué, mais je n'ai pas à me poser la question comment est-ce que des danseurs vont agir ou interagir avec mon texte, comment des musiciens, est-ce qu'ils vont être à la hauteur, est-ce qu'ils vont rendre ce que je veux rendre, est-ce que je vais être contente, est-ce que je ne serai pas contente? Et je me rends compte que ça doit être très angoissant. Il y a quelque chose de très beau dans ce travail d'équipe-là, mais il doit y avoir aussi une profonde angoisse chez le créateur. Alors, je lance la question. Ben, si je peux rebondir là-dessus, moi, l'angoisse, je te dirais que au début de ma carrière, je la vivais énormément parce que j'espérais tellement avoir un résultat sonore précis dans la tête que ma peur, c'était que les musiciens ne soient pas capables de le reproduire. L'expérience a fait que j'ai vécu les deux extrêmes, des gens qui ont été capables de reproduire même au-delà de mes attentes la musique que j'imaginais et d'autres où c'était loin d'être le cas. Mais je me rends compte que ça fait partie de la réalité d'une musique, en fait d'une œuvre d'interprétation, l'art vivant. On doit assumer ce processus. Et c'est pour ça que maintenant, je parle des musiciens comme faisant partie de ma création. Parce que j'assume qu'eux apportent leur vision, apportent leur regard, apportent leurs forces et leurs faiblesses. Parce que je peux avoir peut-être écrit une musique trop difficile à jouer et qu'ils ne sont pas capables de l'interpréter. Quand je peux écrire une musique beaucoup trop facile à jouer, puis ils vont peut-être s'emmerder à jouer quelque chose de super facile. Donc, je finis par accepter que ma musique n'est pas une fin en soi, que je dois inclure le travail du musicien dans sa réalisation. Puis je dois inclure le fait que je n'ai pas toujours le contrôle sur cette réalisation-là. D'autant plus que quand je peux travailler avec le musicien, quand je suis présent aux répétitions, c'est génial. Mais il y a des moments où il faut que j'accepte que ma musique est aussi jouée par d'autres personnes ailleurs, ici ou au-delà de nos frontières, et que je ne serai pas présent pour superviser les répétitions. Donc, je dois m'en remettre à leur travail, à leur sensibilité, à leur qualité artistique. Puis même, je dirais, cette angoisse-là, elle a fini par s'étioler parce que j'ai accepté que je ne pouvais pas tout contrôler sur mon œuvre. Mais comparativement à toi, Louise, où ton œuvre, tu l'écris
Et elle existe dès que quelqu'un la lit, en fait. Je veux dire, tu ne peux pas contrôler la perception que la personne va avoir de ta lecture, mais tu n'as pas ce lien, tu n'as pas cet intermédiaire entre toi et la personne qui reçoit l'œuvre. Moi, j'ai fini par accepter cet intermédiaire qui est les musiciens, puis j'ai fini par accepter qu'ils ont aussi leur rôle dans la création et la diffusion de ce que je fais. Donc, je te dirais que l'angoisse s'est transformée plutôt en une espèce de leçon d'humilité, où je dois admettre que je n'ai pas été le créateur d'une œuvre, je ne peux pas tout contrôler. Et j'ai fini par accepter cet état de fait. J'imagine que peut-être c'est la même chose aussi avec Paul André au niveau de l'interprétation. Mais c'est sûr que si tu joues ton propre solo, tu es ton propre interprète, donc c'est un peu comme si tu sautais une étape de diffusion, mais non, pas du tout. Non, je vais rebondir là-dessus. La création du solo qui se fait en studio, la création de la danse elle-même, c'est moi qui l'assure, qui l'assume. Si je travaille avec des interprètes, je les ai choisis. Et je vais créer la chorégraphie avec eux. Donc, ils participent, ils s'investissent totalement et il y a une relation de confiance qui doit s'installer et d'émulation et d'admiration aussi. Par contre, quand je fais un spectacle solo, il y a un moment où les collaborateurs arrivent dans le paysage parce que ça prend un éclairagiste, ça prend un compositeur qui va créer la musique, ça prend quelqu'un qui va habiller le danseur, etc., quelqu'un qui va faire un décor. Et ça, c'est un travail qui est à la fois passionnant, mais extrêmement risqué parce que s'il y en a un qui prend une mauvaise tangente et que j'arrive pas à le ramener tout à l'heure, je disais, c'est la danse-concert et uniquement la danse. On n'est pas là pour faire chacun son trip. On crée une œuvre, mais accepter que d'autres, un peu comme Louise, si tu acceptais que d'autres interviennent dans ton écriture, mais de façon tangible, c'est très risqué et on développe des instincts, on développe des manières de travailler en collaboration qui sont extrêmement stimulantes et satisfaisantes aussi, mais c'est très particulier. Voilà. J'aimerais, si c'est possible, j'aimerais vous entendre sur une autre. Là, vous nous avez parlé beaucoup de ce travail de collaboration et c'était quelque chose d'important qu'on a abordé longuement dans la deuxième séance ce matin. J'aimerais vous entendre sur la question du temps perdu. Les artistes nous ont beaucoup parlé de ce temps un peu immobile dans l'atelier, contrairement aux chorégraphes, au temps où ils sont... Il n'y a rien qui se passe. Là. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de désir. Ils sont en attente de quelque chose. Est-ce que pour un écrivain, pour un compositeur, peut-être pour un chorégraphe aussi, est-ce qu'il y a de ce temps, pas le temps des choses qu'on va rejeter par la suite, mais vraiment un temps d'attente, un temps, bon, je dis perdu, peut-être pas perdu, mais un temps où on est là un peu, qu'est-ce que je fais ici ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Louise, est-ce que ça existe pour un écrivain, d'être assis dans son lit confortablement, puis ça ne vient pas ce matin-là, je ne sais pas. Ah oui, ça arrive très souvent d'ailleurs. Et surtout si on a pris un verre la veille. Je pense que, disons que la différence entre l'écrivain et l'artiste, ça dépend des artistes aussi. Hein. Tous les artistes ne fonctionnent pas de la même façon. C'est que ce temps où il ne se passe rien, on peut décider de le mettre sous un couvert. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup au travail qui se fait sans qu'on s'en rende compte. Alors, quand ça m'arrive, le plus important pour moi, c'est de dire, bon, ça ne vient pas, prendre du temps pour lire, pour penser et tout, mais le travail se fait dans la journée. J'ai parlé du mouvement qui souvent enclenche les idées, enclenche l'écriture. J'ai parlé aussi de ce travail-là qui se fait souvent malgré nous, pendant qu'on fait la vaisselle, pendant qu'on fait des courses, les idées viennent ou des mots se mettent en place, des associations se font.
Et très souvent, ça vient aussi parce que ou bien on ne réussit pas à identifier certaines émotions, certains affects, mais aussi parce qu'on a des blocages, des inhibitions et que les mots ne viennent pas. Marguerite Duras a écrit un texte magnifique là-dessus qui s'intitule « Le bloc noir ». Je pense que c'est dans la vie matérielle, où elle dit que écrire, c'est casser un bloc noir, que par moment on y arrive, puis ensuite on n'y arrive plus. Et puis ensuite, on recommence à casser le bloc noir. Mais moi, je parle d'écriture, elle parlait d'écriture, mais je suis à peu près sûre que c'est la même chose pour l'artiste, pour le chorégraphe, pour le compositeur, pour le metteur en scène qui a monté un spectacle. Alors, c'est vraiment un travail qui se fait à l'arraché. Et Paul-André parlait de labeur et de sueur. Il y a aussi ce labeur-là qui se fait, mais dans notre corps, sans qu'on le sache. Il faut accepter, je pense, de lâcher prise quand les mots ne viennent pas, et puis de dire, ben voilà, je m'y remettrai demain. Est-ce que Éric ou Paul-André, par rapport à ce temps perdu, par rapport à ce temps où il ne se passe rien? Devant... Il y a le temps où il ne se passe rien. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Le temps où il ne se passe rien, chez moi, quand je suis en création, si je travaille en solo, il n'y a pas de problème. Quand je travaille, parce qu'on disait qu'on transporte son atelier avec soi, ça aussi c'est vrai. À partir du moment où on déclenche un processus de création, on vit avec 24 heures sur 24, qu'on le veuille ou non, ça nous poursuit partout. Quand on travaille en danse dans une salle de répétition avec 5 ou 10 danseurs qu'on paye à l'heure et qu'on paye son espace de répétition, il y a un moment donné où il faut produire. Qu'on le veuille ou non, il y a une espèce d'impératif financier qui fait qu'on a intérêt à avoir réfléchi à ce qu'on va faire dans la répétition. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup, beaucoup de solos. Parce que quand je travaille en solo, je peux perdre mon temps complètement dans le studio jusqu'à ce que le corps décide de se mettre en mouvement. Et ça, c'est formidable. Pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est le sens réel de mon travail. Donc, Éric Champagne, devant l'ordinateur, est-ce qu'on perd un peu de temps ou moi, je perds beaucoup trop de temps dans ma vie devant mon ordinateur. La tentation de faire d'autres choses que de composer est toujours grande. Des fois, je me dis que je devrais me désabonner de Facebook. Ça m'aiderait peut-être à consacrer plus de temps à ma création. Mais oui, je suis un peu d'accord avec Louise et Paul-André qu'on travaille tout le temps, même quand on ne fait rien. Oui, il y a des moments où ça m'arrive d'être devant mon piano ou devant mon ordinateur puis de juste pas savoir quoi faire, mais le processus est toujours là, il nous habite. Et même quand on est en dehors de l'atelier, quand on est dans la vie de tous les jours et qu'on est en train de faire ce travail-là, ça se transforme en nous, ça se nourrit de nos perceptions, des œuvres que l'on lit, que l'on entend, que l'on voit. La création, elle est presque 24 heures sur 24 en réalité. C'est sûr que là, j'en reviens encore un peu à cette idée très romantique du compositeur qu'on voit en train de composer au piano, mais à mon avis, le compositeur, il compose tout le temps dans sa tête. Le défi, c'est de trouver le moment pour être capable de sortir l'idée, de la concrétiser. C'est peut-être ça, en fait, la réalité du travail qu'on ignore, qu'on camoufle par cette belle vision romantique à la Beethoven inspirée par l'intuition divine. Mais oui, le travail, tant Louise qui doit t'asseoir devant ton clavier pour taper des mots, ou Paul-André qui doit travailler en studio à des heures précises et à des montants forfaitaires donnés. Oui, c'est un peu l'image qu'on voit du travail, mais le travail, c'est beaucoup plus que ça. C'est le processus qui nous vit, qui se vit en nous, qui se nourrit de notre art et de nos perceptions et de nos lectures. Et moi, j'ai un peu, pour contrer cette impression du temps perdu, mon studio est à la fois un lieu de travail pour la composition, mais c'est aussi mon studio d'écoute, mon studio de lecture. Donc, j'ai
j'ai de quoi écouter si je ne sais plus quoi composer. Et j'ai un magnifique fauteuil dans lequel je me vautre pour lire des livres quand je ne suis pas en train d'écrire la musique. Donc, j'ai un peu décidé personnellement que mon milieu de travail allait être aussi un milieu de l'expression de mon désir créatif et de mon désir de partager, de découvrir, d'absorber des idées des autres, autant que celles où j'exploite et je développe et je sors de ma tête mes idées. Donc oui, le temps perdu, en fait, je pense que ça a l'air du temps perdu aux yeux des autres, parce que des gens qui nous verraient en train de rien faire penseraient qu'on ne travaille pas, mais je crois que le temps perdu est essentiel au travail et à la création. Je ne vois pas d'intervenant, donc je me permets de vous poser une dernière question parce que le temps file. Bon, dans le cas de Paul-André, c'est peut-être plus évident, mais ma question serait, qu'est-ce qui reste du corps de l'atelier dans l'œuvre d'un compositeur? Est-ce qu'il reste quelque chose du corps de l'atelier dans l'œuvre d'un écrivain ou d'un compositeur? Donc, est-ce qu'on retrouve quelque chose de l'atelier dans vos œuvres ou ça disparaît complètement? Oh là! Parce que chez l'artiste visuel, les conditions de travail physique dans l'atelier sont transcrites dans l'œuvre. Les dimensions, la lumière, la hauteur de l'espace, enfin, la matérialité physique de l'atelier est condensée d'une certaine façon et il y a un écho dans l'œuvre. Est-ce que dans votre cas, je pense que ça disparaît parce que l'atelier, c'est votre corps et votre corps, il disparaît dans l'œuvre, à moins que votre corps physique soit aussi présent dans l'œuvre? Est-ce que je peux intervenir, Laurier? Oui, absolument, oui, c'est à vous que ça s'adresse. Alors, écoute, je pense pas qu'ils disparaissent. C'est-à-dire que les lecteurs, les lectrices ne verront pas le corps de l'écrivain, mais le fait des émotions, parce que je parlais des fragments du corps de l'atelier qu'on ne verra jamais. Par exemple, ce qu'on a vécu, les conversations qu'on a entendues, les confidences, telle émission de télévision, telle exposition qu'on a vue. Les lecteurs, les lectrices ne le sauront pas, sauf s'ils consultent les carnets ou les notes. Hein? Alors, c'est pour cette raison-là que les manuscrits, les carnets, les notes sont si importants. Mais ils sont là. Et deuxièmement, les conditions vont paraître, je crois, dans le style. Je pense que je parlais de la réflexion de la façon dont j'écris, où j'écris et quand j'écris. L'ami dont je parlais, qui travaille à sa table de travail, m'a dit « Ah, moi, je ne serais jamais capable d'écrire comme tu le fais. » Et effectivement, dans un lit entouré de ses oreillers, de sa robe de chambre, habillé de sa robe de chambre avec son chat, c'est clair que ça laisse percer une sensibilité qui ne serait pas là si j'écrivais, par exemple, dans une bibliothèque. Alors, tout habillé, tout avec mon café, tout. Ce serait deux types d'écriture en ce qui me concerne. Alors, je crois que les rituels d'écriture qu'on se donne vont transparaître. Ça va être subtil, personne ne le saura, mais c'est quand même là dans le résultat. Est-ce que pour Éric Champagne, c'est la même chose? Ou Ben, j'aurais envie d'abonder dans la même optique, mais avec cette nuance que moi, j'ai aucune idée en tout cas, j'ai aucune idée de comment percevoir le résultat de mon atelier dans ma création. Je pense que probablement que si j'irais travailler ailleurs que chez moi ou peut-être à la campagne plutôt qu'à la ville, probablement que ça influencerait de façon relativement subtile le résultat final. Mais je te dirais que je serais incapable d'identifier en ce moment qu'est-ce qui transparaît dans mon œuvre qui provient de ma réalité physique du travail. Donc, à partir du moment où on dit que l'atelier, c'est aussi le corps, est-ce qu'il y a justement de ces émotions, de ces expériences qui sont traduites dans l'œuvre, en fait, qui
donc qui viennent de l'étape de la conception, de l'étape physique, corporelle, émotive, sensuelle, sensorielle de l'œuvre qui, j'imagine qu'il y a tout un travail d'abstraction, de conceptualisation qui fait on s'éloigne de l'expérience immédiate que le corps ressent. Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup de ça, mais en même temps, comme je suis pas mal d'accord aussi avec Louise, je veux dire, notre vie, notre perception, ce qui nous nourrit, vient construire cet atelier abstrait, si on veut. Je veux dire, l'atelier physique, c'est une réalité, mais je veux dire, je pourrais travailler à ma musique ailleurs. Mais dans quelle mesure on entendrait la différence dans le résultat? Il y en aurait probablement une, mais moi, j'ai l'impression que je serais incapable de l'identifier. Peut-être que je l'apercevrais chez d'autres, en connaissant un peu leur œuvre, puis en découvrant le changement amené dans le résultat de subséquente. Mais chez moi, je serais prêt à gager qu'il y en aurait une, mais je serais incapable de l'identifier. Peut-être parce que mon atelier fait déjà très un avec moi. Je suis peut-être j'ai pas un peu le recul pour porter ce regard-là et pour bien le comprendre. Mais je crois qu'il existe. Ce changement d'atelier, j'ai l'impression qu'il mènerait à un changement dans la création. Mais je serais juste incapable de l'identifier dans mon processus personnel. Je terminerai avec Paul-André Fortier. Qu'est-ce qui reste du studio dans l'œuvre qui est donnée à voir au public? Qu'est-ce qui reste de l'atelier? Qu'est-ce qui reste de l'atelier? Il reste de l'atelier ce qu'on a été dans l'atelier au moment où on crée. On crée avec nos émotions, on crée avec un état de corps qui est différent tous les jours. Moi, j'en suis arrivé un jour à me dire, c'est quoi mon corps du jour? C'est quoi les blocages? C'est quoi les disponibilités de mon instrument? Et c'est avec ça que je crée. Et c'est sûr que ça transpire dans ce qui est créé, dans l'œuvre elle-même. Mais il y a aussi qu'on transpose tout pour la scène. Donc, tout est retravaillé, tout ce qui a été chorégraphié, organisé dans le temps et dans l'espace avec la gestuelle, tout ça est repensé en fonction du spectacle, de la représentation sur scène. Alors ça aussi, c'est un autre filtre pour l'œuvre. C'est un autre, enfin d'autres étapes qui viennent modifier l'œuvre. Mais je pense que l'œuvre est signée. Elle est signée de la sueur de celui qui l'a créée. Et ça, on ne peut pas ne pas la sentir. Je pense que et Dieu sait qu'en danse, on sue. Ouais. On le sait si on est assis au premier rang d'un spectacle. Absolument. Écoutez, je vous remercie infiniment tous les trois de ce partage très généreux de vos ateliers respectifs. Je pense qu'en fait, dans mon esprit, en tous les cas, ça arrondit notre journée dans la mesure où justement ça permet de voir encore plus clair dans la spécificité de l'atelier de l'artiste d'art visuel, en même temps que ça enrichit le propos sur la création. On va prendre quelques minutes pour conclure ce colloque, Dominique et moi. Je sais, dans un premier temps, peut-être que je te laisse dire quelques mots, Dominique, parce qu'on ne veut pas prendre trop de temps maintenant, mais peut-être 2-3 idées que tu retiens de la journée, ou une, ou... Beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de notes devant moi pour chacune des séances, mais je dirais que la relation, c'est un très grand phénomène qui se ressort pour moi et qui est une découverte vraiment pour moi aujourd'hui. Et que je pense que si on le voit de manière différente à travers des présentations très variées aussi, mais cette intériorité qui se retrouve traduite, transposée, transmutée vers l'extérieur dans la création artistique, qu'elle soit écrite, chorégraphiée, en art visuel. L'atelier est à la fois incubateur, c'est un lieu privé, mais un lieu en relation dialectique avec le passé, avec donc le temps de l'atelier, le temps du corps dans l'atelier, et une sorte
d'archives de lui-même qui est en train d'être incarné, mais réincarné. Et il y a une sorte de diffusion et de diffraction vraiment extraordinaire de l'espace de l'atelier qu'on habite, mais qu'on intériorise et qui revient à la surface. Et je n'étais pas conscient avant aujourd'hui à quel point dans l'ensemble de ces pratiques visuelles, commissariales et d'enquête historique, on pouvait, d'exemple en exemple, revenir à ce chemin extraordinaire de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. Et l'atelier, donc, comme une lentille, semble être un lieu qui enregistre et qui propulse vers l'avant. C'est là où j'en suis moi-même en ce moment. J'essaie de faire sens, make meaning, de tout ce qu'on a vu, mais les fils pour moi sont là et m'incitent grâce à ce qu'on a entendu, à apporter une vision très enrichie vers les ateliers de l'histoire de l'art au Québec aussi. Notre chantier 1800 à 1980, je pense que cette écoute, cette découverte qu'on a eue aujourd'hui nous permet d'appliquer notre imagination historique sur le passé sans conditionner à l'avance ce qu'on va découvrir, mais enrichir notre sensibilité historique. J'arrêterai là. Merci beaucoup, Dominique. Tu rejoins ce que je pensais dire également, c'est-à-dire que nous, comme historiens, comme observateurs, enquêteurs, qui ne sommes pas des créateurs, qui ne sont pas dans l'atelier, évidemment, on ne peut pas être dans ce processus, phénomène de la création qui est au cœur de l'atelier. Il est certain que c'est pour ça que le projet de recherche s'appelle typologie, fonction, représentation. Ce sont des choses qu'on peut étudier relativement objectivement. Mais toute la question de la poétique, toute la question du processus créateur, je souhaitais qu'il soit présent dans le colloque aujourd'hui. C'est important parce que c'est la raison d'être de l'atelier. Et je pense que vous avez pu constater les deux niveaux de discours entre Pierre-Olivier, Marie-Hélène et Janet et nos interventions qui sont parfois assez naïves, du fait qu'on ne sera jamais justement dans toutes les nuances que vous avez évoquées quand Éric parlait des différents types de compositions, compositeurs, différents types de musique, que Louise évoquait les différents types de création littéraire et on peut, dans le domaine des arts visuels, faire le même corollaire dans la mesure où il y a effectivement de nombreux champs d'expression, de nombreuses techniques qui sont utilisées, qui apportent toutes sortes de variantes dans l'atelier dont on pourrait discuter, dont on va discuter également à l'avenir. Mais c'est cet écart que je déplore évidemment parce qu'on ne peut pas être dans l'esprit de l'atelier, dans le corps de l'atelier, mais ce que le projet de recherche veut faire, c'est s'approcher de la manière la plus factuelle et la plus sensible de ce qu'a été justement l'histoire des ateliers au Québec pendant 2 siècles. Il y a un certain nombre de questions qui sont venues dans la conversation, à savoir où est-ce qu'on peut voir la vidéo de la conférence du colloque de l'an dernier et l'adresse du blog du groupe de recherche sur les ateliers d'artistes. Alors, avec votre permission, toutes les personnes qui sont inscrites, on va vous envoyer ces 2 informations et donc vous pourrez soit acheter le courriel ou soit taper sur les adresses pour voir les informations, pour voir ces documents s'ils vous intéressent. Alors, on a passé un petit peu de temps, le temps prévu, mais j'en profite quand même pour vous dire un immense merci à toutes et à tous qui avez soit pris de votre temps très précieux pour préparer ces communications qui ont été vraiment d'une grande générosité, d'une grande limpidité également. Je pense que c'est la qualité, c'est la qualité de vos propos, la clarté, l'intelligence, la sensibilité et également toutes les personnes qui nous ont accompagnés aujourd'hui, qui ont été présentes par leurs questions. Alors, on va passer beaucoup de messages de remerciements. Alors, ces remerciements sont réciproques. Alors, bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée et peut-on dire à une prochaine.